Chers étudiants, chères étudiantes, bienvenue à cette séquence numéro 4. Et j'ai le plaisir de vous retrouver pour parler cette fois-ci des lois du succès. Cette séquence numéro 4, en réalité, sera une introduction et nous aurons l'occasion, lors des séquences à venir, d'approfondir autour de cette question relative aux lois du succès. Nous tous, qui que nous soyons, recherchons le succès. C'est une évidence que de le dire. Il est vrai que la définition que nous avons du succès peut ne pas être la même pour nous tous. Autrement dit, ce que nous recherchons peut être très variable selon les individus. Par contre, la compréhension que nous avons du succès, je crois qu'elle est unanime. Autrement dit, nous serons tous d'accord pour dire que réussir, que atteindre le succès, c'est au fond atteindre les objectifs et les finalités que nous nous sommes fixés. Et qui que nous soyons, consciemment ou inconsciemment, nous recherchons le succès dans tous les domaines de notre vie. Dans notre vie professionnelle, dans notre vie privée, dans notre vie publique, autrement dit, dans notre vie familiale, autrement dit, dans tout ce que nous faisons, nous cherchons au fond à atteindre le succès. Et le succès semble bien difficile, au point que pour beaucoup d'entre nous, le succès relève du miracle, ou le succès est une question de chance. Or, en réalité, ce n'est ni l'un ni l'autre. Le succès ne devrait pas être un miracle. Le succès n'est pas non plus une question de chance. Au fond, chaque chose qui se produit sur Terre se produit pour une raison, bonne ou mauvaise, positive ou négative. Il n'y a pas de fumée sans feu, et par conséquent, il n'y a pas de succès sans effectivement que les conditions qui sont en mesure de permettre d'atteindre le succès ne soient satisfaites. Et là, pour le comprendre, quelques exemples terre à terre tirés de la vie courante. Si vous tenez une pierre et que vous la lâchez, elle tombera. Vous comprenez qu'ici, ce n'est pas une question de miracle ni de chance, c'est une question simplement de loi physique. Et depuis Newton, on sait effectivement que les objets sont soumis à la pression de l'apesanteur. Si vous déposez une pierre à la surface de l'eau, elle s'enfoncera au fond de l'eau, bien évidemment. Par contre, si vous déposez une feuille de papier ou même un bateau, évidemment, cette feuille de papier ou ce bateau flotteront à la surface de l'eau. Tout cela, encore une fois, n'est pas le fait du hasard, mais bien le fait des lois de la nature qui, effectivement, obligent la pierre à s'enfoncer et obligent également la feuille de papier ou le bateau à rester à la surface de l'eau. Cela signifie quoi? Que si nous revenons au succès, il y a très certainement des lois, en tout cas des forces qui déterminent le succès et qui expliquent pourquoi certaines personnes réussissent, pourquoi d'autres échouent, pourquoi certaines initiatives sont couronnées de succès, alors que d'autres, au contraire, sont confrontées à l'échec le plus lamentable. Nous allons par conséquent nous intéresser ici à ces lois qui déterminent le succès, qui expliquent le succès et qui rendent le succès plus ou moins envisageable. Pour comprendre tout cela, je vous invite, chers étudiants, chères étudiantes, à regarder de bien près la figure que vous avez sous les yeux. Ici, l'objectif est d'aller jusqu'au sommet de la montagne. Évidemment, le succès consiste à atteindre le sommet. On comprend que sur une population de 100 personnes, peu nombreux seront ceux qui arriveront au sommet de la montagne. Et nous allons voir ici en quoi, justement, les chances d'atteindre le succès varient en fonction de l'attitude qui est la nôtre, mais également des pensées ou des réflexions qui sont au cœur de notre esprit. Regardez le premier monsieur qui est tranquillement assis et il dit « je ne le ferai pas ». Évidemment, vous comprenez que pour celui-là, la cause est perdue d'avance. On comprend que souvent, on préfère le confort de l'inaction à la douleur, n'est-ce pas, qui résulte de la décision d'aller se dire que je vais grimper et aller jusqu'au sommet de la montagne. Le grand champion cycliste Lance Armstrong nous disait que la douleur est temporaire. Par contre, quitter dure toujours. Autrement dit, on peut souffrir, la souffrance durera un moment. Mais quand on décide de quitter un état, quand on décide de quitter une situation, on l'a quitté pour toujours. Et cela signifie par conséquent que le premier élément qui permet d'envisager le succès consisterait justement à ne pas se dire « je ne le ferai pas ».
Parce que si on se dit je ne le ferai pas, effectivement ici, c'est très clair, les chances de succès seront tout simplement égales à 0%. Personne n'a jamais réussi en se disant je ne le ferai pas. La deuxième étape, c'est le monsieur qui a franchi la première et qui effectivement se dit je le ferai, mais qui rapidement se dit je ne peux pas. Autrement dit, il en vient à considérer que même s'il a envie, il considère qu'il ne peut pas, qu'il n'a pas les capacités. Là aussi, on comprend qu'à cette étape, les chances de succès sont quasiment nulles. Et à cette étape, on peut se rappeler ces propos d'Eleanor Roosevelt nous disant, nous recommandant de faire chaque jour quelque chose qui nous fait peur. Parce qu'au fond, on comprend qu'ici, ce dont il est question, c'est de la peur. La peur, souvent d'échouer, nous amène à croire que nous ne pouvons pas. En réalité, nous ne pouvons pas parce que nous n'avons pas les capacités, mais nous pensons que nous ne pouvons pas simplement parce que nous avons peur. La peur, elle annihile. La peur, elle paralyse. Évidemment, ça signifie que si on veut atteindre le succès, nous devons être en mesure de surmonter cette paralysie résultant de la peur. La troisième étape, c'est le monsieur qui se dit que peut-être qu'il peut, peut-être qu'il pourrait. Par contre, il est confronté à la question du comment. Et il se dit, je ne sais pas comment faire. Souvent, nous pensons que nous ne savons pas comment faire simplement parce que nous ne nous donnons pas la peine de trouver la réponse à cette question. Et quand on est confronté à cette situation, on peut se rappeler ces paroles d'Albert Einstein disant que l'imagination est plus importante que le savoir. Autrement dit, celui qui est capable d'imaginer, celui dont l'esprit est fertile, celui qui considère qu'il n'y a pas des problèmes, mais seulement des solutions, celui-là, soyez-en convaincus, sera toujours en mesure de trouver les solutions aux difficultés, aux problèmes qui se posent. Par conséquent, quand on a l'imagination, on a une force, n'est-ce pas, qui va au-delà de ce que l'on peut imaginer. À cette étape-là, les chances de succès sont relativement faibles puisqu'ils sont uniquement de 20%. La quatrième étape, c'est celui qui se dit « Ah, si seulement je pouvais ». Ah, si seulement je pouvais. Vous comprenez que celui-là, il a peut-être la réponse à la question du comment. Par contre, là où il bloque, c'est qu'il n'est toujours pas convaincu, même s'il connaît le chemin qu'il va y arriver. Le monsieur qui est là, il connaît très bien le chemin qui lui permettra d'escalader la montagne. Par contre, il se demande, est-ce que je vais y arriver? Et c'est la raison pour laquelle il se finit par se dire, si seulement je pouvais. Et là, vous comprenez que nous devons, à cette étape, trouver en nous les ressorts qui justement nous permettront de retrouver la force de faire face aux défis qui se posent à nous. Mahatma Gandhi, le grand sage hindou, nous disait « Soyez le changement que vous voulez pour le monde ». Autrement dit, si on veut un monde qui soit un monde plus généreux, nous devons nous-mêmes être plus généreux. Si on veut un monde qui soit un monde plus juste, nous devons nous-mêmes être plus justes. Par conséquent, nous devons être le changement que nous voulons pour le monde. Et par conséquent, celui-là qui est en train de vouloir escalader la montagne se dit qu'il ne peut pas. Il doit trouver en lui la force justement qui lui permettra d'aller au sommet de son escalade. La cinquième étape nous amène à dire « je veux ». Évidemment, à ce moment-là, les chances de succès s'accroissent puisqu'elles sont à peu près de l'ordre de 40%. Lorsque l'on veut, on est presque sur la bonne voie parce qu'au fond, comme le dit l'adage, vouloir, c'est pouvoir. Et par conséquent, nous sommes ce que nous souhaitons être. Personne n'a jamais été ce qu'il n'a pas voulu être. Nous ne sommes pas ce que nous sommes par accident. Nous sommes ce que nous sommes parce qu'au fond, ce que nous sommes correspond à notre volonté la plus intérieure, la plus profonde. La cinquième étape consiste à dire, et évidemment ici on comprend qu'il y a une progression encore une fois très importante, puisqu'on n'est plus seulement à l'étape, n'est-ce pas, de vouloir. On est désormais dans l'étape de l'auto-persuasion et de l'auto-conviction. À cette étape, nous nous disons, je pense que je pourrais. Autrement dit, on est convaincu, ou en tout cas on pense, c'est vrai que convaincu peut être ici un mot très fort, on est en train de se dire, et évidemment c'est un combat que nous devons mener au fond de notre esprit, on est en train de nous convaincre justement que nous pourrions y arriver. Et on comprend que lorsqu'on est à cette étape-là, nous avons franchi la moitié du chemin. Parce qu'au fond, réussira probablement celui qui est déjà en train de se dire qu'il peut y arriver. Et au fond, c'est à ce moment-là que nous commençons à prendre des risques. Regardez le monsieur à cette étape. Jusqu'à présent, l'escalade de la montagne a été relativement simple, puisqu'au fond, il n'est pas encore confronté à des dénivellations extrêmement dangereuses. Par conséquent, à cette étape-là, nous sommes convaincus que
nous devons prendre des risques. Et on comprend que malheureusement, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent que prendre des risques, au fond, est une attitude qui est la plus sage. Mais on sait encore une fois que celui qui ne prend pas de risques, c'est celui-là qui, en réalité, se soumet au hasard. Et se soumettre au hasard est le plus grand risque que l'on peut prendre dans la vie. Parce que le hasard, on ne sait pas où est-ce qu'il peut nous amener. Autrement dit, nous devons chercher à neutraliser le hasard. Et neutraliser le hasard, évidemment, signifie prendre des risques. L'étape suivante où les chances de succès montent à 60%, c'est quand on se dit justement je pourrais. Autrement dit, nous sommes désormais, encore une fois, dans une étape qui est encore plus intéressante, puisqu'on est en train de gagner la bataille de l'auto-persuasion. Nous sommes en train de nous dire que nous allons y arriver. Et au fond, ici, les chances de succès montent à 60%. Steve Jobs, le patron, le fondateur de Apple, un des plus grands génies du monde contemporain, avait pour recommandation principale la suivante: soyez affamés, soyez fous. Évidemment, c'est une parabole. Soyez affamés ne signifie pas forcément au sens premier du terme, c'est pas la faim qui est importante. Soyez affamés signifie qu'il faut avoir de l'appétit pour le monde. Il faut avoir de l'ambition. Il faut évidemment se dire que nous allons y arriver et que nous avons des espérances et des espoirs pour l'avenir qui dépassent ce que le commun des mortels peut imaginer. Il disait aussi soyez fous. Évidemment, ici, la folie est entendue au sens de l'excès de raison. Et la folie, c'est pas évidemment faire des choses entre guillemets sans lendemain. La folie, c'est pouvoir faire des choses que personne avant vous n'a jamais fait. Être fou, c'est se dire qu'on va y arriver malgré les difficultés, les obstacles auxquels nous pouvons être confrontés. Soyez fou, ça signifie, au fond, avoir l'espoir d'un succès et évidemment se donner les moyens d'y arriver. On comprend que celui qui se dit « je pourrais », évidemment, celui-là, ses chances de succès ont considérablement augmenté et seraient donc ici de l'ordre de 60%. Vient l'étape où on se dit « je pense que je peux ». Vous comprenez que ce monsieur qui est en train d'escalader la montagne, il est désormais à une étape cruciale. Et il est vrai ici qu'il est très difficile de vaincre quelqu'un qui ne laisse jamais tomber. Beaucoup de gens, au fond, vont abandonner à cette étape parce qu'effectivement, ils vont se dire qu'ils ne vont pas y arriver. Ils vont se dire qu'il n'est pas évident qu'ils vont y arriver et par conséquent, ils vont rebrousser chemin. Par contre, celui qui ne laisse jamais tomber, celui qui est toujours convaincu qu'il doit y arriver, celui qui n'abandonne jamais, celui-là, on peut considérer qu'il a presque gagné la bataille. Par conséquent, quand on dit « je pense que je peux », autrement dit, quand la pensée et l'action sont dans une relation de compatibilité, effectivement, les chances de succès montent jusqu'à 70%. Vient l'étape où on dépasse simplement le stade de dire « je pense que je peux ». Vient l'étape où on se dit « je peux ». Rappelez-vous la fameuse devise d'Obama « Yes, we can ». Parce qu'au fond, Obama est devenu président parce qu'il s'est convaincu qu'il peut être président des États-Unis. Combien de Noirs américains ont toujours pensé que jamais, en tout cas pas dans l'histoire immédiate, un Noir ne sera président américain? Obama s'est dit « Yes, we can », ça signifie encore une fois qu'il a été convaincu de la réalité de ses chances et au fond, c'est cela qui lui a permis de passer d'un statut de perdant à celui de vainqueur. Donc, chers étudiants, chères étudiantes, soyez convaincus que vous pouvez. Et quand vous en êtes convaincus, vos chances de succès désormais sont de 80%. Maintenant, après vient l'étape cruciale de l'action. Autrement dit, yes we can, c'est très bien, mais encore faut-il pouvoir mettre la main à la pâte. Encore faut-il pouvoir prendre des actes dans la vie quotidienne pour effectivement affronter les étapes qui restent à affronter. Et au fond, ça signifie que cette étape-là, c'est l'étape de l'action. C'est l'étape de « je suis en train de faire ». Pour arriver à la destination, encore faut-il emprunter le chemin. Tant qu'on n'a pas emprunté le chemin, il est évident que la destination ne sera jamais atteinte. Autrement dit, ici, il faut comprendre que que la vie est une chance et qu'il faut sans cesse, par des actes justement, accroître, n'est-ce pas, cette chance que nous donne la vie. Évidemment, la dernière, c'est l'étape où on se dit que je l'ai fait. Yes, I did. Évidemment, cette étape-là, c'est celle-là qui, au fond,
caractérise le succès. Maintenant, si on revient rétrospectivement sur le chemin qui a été parcouru par celui qui désormais est au sommet de la montagne, on comprend mieux ces propos de Thomas Edison disant que le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. On comprend que ce monsieur qui a été au sommet de la montagne, c'est un champion, mais il n'a pas été un champion ni par hasard, ni par chance. Il a été un champion parce qu'effectivement, il a transpiré, il a sué, il a fait des efforts, d'abord sur lui-même, mais également, il n'a pas hésité à retrousser les manches, à aller sur le terrain. Et au fond, c'est cela qui signifie que le succès et le génie, c'est 99% d'inspiration, comme nous le disait Thomas Edison. Pour la petite histoire, Thomas Edison, c'est l'inventeur de la lampe à incandescence. Et Thomas Edison, on raconte que c'est après 2000 tentatives que son invention a été couronnée de succès. Combien d'entre nous aurions persisté dans notre recherche d'innovation? Beaucoup d'entre nous abandonnons au bout de 4-5 tentatives, mais Thomas Edison l'a essayé 2000 fois. Et quand on lui disait, Thomas Edison, ça fait 1000 fois que tu as essayé, ça ne marche pas, il disait non, 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 j'ai trouvé 1000 façons de ne pas faire. Autrement dit, même dans l'échec, on peut y trouver des sources d'encouragement pour le succès. Si vous apprenez à comprendre ces lois que je viens de vous montrer, à vivre en harmonie avec elles, nécessairement vos chances de succès vont augmenter. Et nous allons donc, pendant cette séquence et les séquences à venir en particulier, nous intéresser à quelques-unes de ces lois. Ces lois auxquelles nous allons nous intéresser dans le cadre de ce cours peuvent être résumées à travers ces 12 principes. Je vous laisse le soin de les lire tranquillement, mais ces principes rapidement concernent la pensée, le rêve, le désir, le but, le plan, l'action, la persévérance, l'attitude, l'enthousiasme, la foi, la discipline, l'excellence. Et donc, nous verrons lors des séquences à venir comment chacune de ces différents éléments que je viens d'énoncer nous permettent, si effectivement ils sont bien compris, de pouvoir envisager l'atteinte du succès. Je vous invite, en attendant que démarre la prochaine séance, à répondre à ces quelques questions. La première concerne vos pensées dominantes. Autrement dit, à longueur de journée, à quoi vous pensez? Quelles sont véritablement les pensées qui dominent votre esprit? Deuxième question, aujourd'hui, quel est votre plus grand rêve? J'espère que vous en avez un parce que vivre sans rêve, c'est presque une vie de gâchée. Troisièmement, comment gérez-vous vos désirs? Et plus particulièrement, que faites-vous afin que ces désirs deviennent réalité? Quatrième question, quel est le but que vous donnez à votre existence? Cinquième question, comment vous organisez-vous pour disposer d'un plan? Comment vous faites pour que ce plan en permanence soit dans votre esprit? Et comment également vous faites pour que ce plan soit mis en œuvre? Parce qu'au fond, un plan qui n'est pas mis en œuvre, au fond, ce n'est pas vraiment un plan. Sixièmement, quelles sont les actions que vous faites au quotidien pour que vos rêves, si vous en avez, votre but, si vous en avez, votre plan de vie, si vous en avez, puisse être atteint ou réalisé? Septièmement, êtes-vous persévérant ou êtes-vous plutôt de ceux qui se découragent très vite et abandonnent à la première tentative non couronnée de succès? Huitièmement, du point de vue de l'attitude, êtes-vous quelqu'un d'optimiste ou de pessimiste? Êtes-vous quelqu'un de confiant en l'avenir? Êtes-vous quelqu'un qui est toujours convaincu qu'il va y arriver? Ou au contraire, êtes-vous quelqu'un, n'est-ce pas, qui manque de confiance en soi ou dans l'avenir? Neuvième question, êtes-vous quelqu'un de passionné ou d'enthousiaste? Et si oui, qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui emporte votre enthousiasme? Et pourquoi justement une telle passion? Dixièmement, comment définiriez-vous la foi? Et si vous estimez que vous avez la foi, de votre point de vue, qu'est-ce que cela vous apporte dans votre vie au quotidien? Onzièmement, êtes-vous quelqu'un de discipliné? Ah, la discipline. Nous sommes dans un pays, malheureusement, où l'indiscipline est une caractéristique importante. C'est malheureux de le dire, mais telle est la vérité. Par conséquent, êtes-vous vous-même discipliné? Si oui, qu'est-ce que cela vous apporte comme facteur intéressant? Et sinon, pourquoi justement manquez-vous de discipline? Douzièmement, et dernière question, dans quelles circonstances ou à quel moment de votre vie estimez-vous que vous avez été le plus excellent? Et chers étudiants, je vous invite à répondre à ces 12 questions, d'abord individuellement. Chacun
de façon individuelle répondre à ces questions et ensuite échanger entre vous vos réponses et profiter les uns les autres des éclairages qui pourraient naître d'une discussion collective autour de ces 12 questions. Voilà, chers étudiants, chères étudiantes, les quelques propos introductifs que je voulais apporter à votre intention pour cette introduction sur les lois du succès. Nous aurons l'occasion, lors des séquences à venir, de nous intéresser à chacune de ces 12 lois dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour votre aimable attention.